Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global. Quelle place tient la monnaie dans les crises écologiques, sociales, économiques, politiques que nous rencontrons ? Est-ce que d'autres modèles monétaires alternatifs sont en capacité de répondre à ces problématiques ? Pour répondre à ces deux questions, nous sommes en compagnie de Jérôme Blanc. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Jérôme Blanc, vous êtes professeur de sciences économiques et directeur de la recherche et de l'innovation à Sciences Po Lyon. Vos travaux portent en particulier sur la monnaie, sur la pluralité de ses formes et de ses usages. Et vous êtes également partie prenante de la chaire ESS, donc la chaire Économie sociale et solidaire, pour laquelle vous avez publié un carnet en avril 2024 avec le titre suivant « Les monnaies locales associatives en France, quel bilan après une dizaine d'années de développement ?» Alors dans un autre article que vous nous avez partagé, intitulé Money and the Ecological Turn, Lessons from Alternative Currencies, vous expliquez que l'argent a une responsabilité historique dans les défis auxquels nous sommes confrontés. Alors qu'est-ce que ça veut dire comprendre la responsabilité de l'argent ? En quoi est-il responsable et de quoi serait-il responsable ? Alors, c'est déjà la monnaie, ce sur quoi je travaille. Il y a une petite différence avec l'argent dans la mesure où l'argent, ce qu'on peut qualifier d'argent, ce sont les avoirs qu'on va utiliser au quotidien pour payer des choses. La monnaie, c'est le dispositif technique, mais qui est également une institution sociale fondamentale, commune à la plupart des sociétés, sinon toutes humaines. Et donc, nous humains, connaissons la monnaie. Cette monnaie, il se trouve qu'elle prend des formes particulières selon les sociétés, et donc elle change au fil de l'histoire. Et elle a pris une configuration un peu particulière à partir du XVIIIe siècle, XVIIIe et XIXe siècle, concomitamment à l'émergence du capitalisme. En fait, elle a accompagné l'émergence du capitalisme industriel en étant transformée, et en particulier en devenant émise essentiellement par les banques. Et donc on a l'émergence à ce moment-là du système monétaire tel qu'on le connaît, c'est-à-dire que ce n'est plus le roi qui frappe ou qui fait frapper des pièces métalliques et qui les émet en réglant un certain nombre de dépenses, mais ce sont les banques qui créent la monnaie lorsque elles réalisent des crédits à leurs clients, lesquels clients sont essentiellement des entreprises qui développent des projets productifs. Donc la configuration monétaire dans laquelle nous sommes, c'est en gros celle-là, bien qu'elle ait pu évoluer depuis. Et la question du crédit bancaire, qui a été un moteur extraordinaire de développement du capitalisme industriel, il se trouve que ce crédit bancaire n'obéit pas à des préoccupations particulièrement écologiques ou environnementales. Le crédit bancaire obéit à des enjeux de rentabilité, de rentabilité des emprunteurs, donc des firmes qui ont des projets productifs, et de rentabilité également des banques qui prêtent. Et donc on a dans notre système monétaire depuis un peu plus de 200 ans, au cœur de ce système, ce fonctionnement du crédit bancaire qui n'est pas du tout aligné avec des préoccupations écologiques, puisqu'il n'est pas fait pour ça. Ça, c'est un premier point clé de cette monnaie contemporaine. Mais il y a d'autres éléments qu'on peut souligner et qui, jusqu'à une période récente, ne nous paraissaient pas poser de difficultés particulières, mais qui aujourd'hui commencent à nous paraître en poser. D'une part, cette monnaie telle qu'on la connaît nous permet de réaliser des échanges à très grande distance, et en particulier depuis ou avec la mondialisation qui fait que nos biens, nos marchandises, les marchandises que nous consommons peuvent provenir de l'autre côté de la planète. Nous pouvons investir sur des territoires qui sont très très éloignés des nôtres, donc il n'y a pas de territorialisation avec la monnaie. Même si nous disposions, nous, en France, d'une monnaie comme le franc jusqu'à une période récente,
mais via les mécanismes de convertibilité, etc., nous pouvons payer toute chose qui se trouve de l'autre côté de la planète. Et donc, cette absence de territorialisation est un facteur, en fait, de difficultés écologiques supplémentaires du fait des émissions de gaz à effet de serre que l'on a, bien sûr, lorsque on fait voyager des biens ou des services ou des hommes et des femmes. Alors, il y a plein de caractéristiques comme ça de la monnaie que vous listez dans votre article et sur lesquelles vous revenez point à point au sujet des monnaies alternatives. Avant ça, vous parliez du rôle du système monétaire dans la crise environnementale qu'on connaît actuellement. Il y a d'ailleurs un certain nombre de chercheurs qui parlent de capitalocène, qui mettent en lien le système économique avec la crise actuelle. Comment est-ce que cette crise du système planétaire actuel, adossée à un système économique, est aussi en lien avec un système monétaire ? Quels sont les enchevêtrements de ces systèmes-là ? Il y a ces points-là, c'est-à-dire le crédit bancaire, la non-territorialisation de la monnaie. Il y a sa non-spécialisation aussi, le fait qu'elle nous permet d'accéder à tout ce qui est payable. Et le royaume de tout ce qui est payable en monnaie est extrêmement étendu. Et donc, on a affaire à un outil qui est d'une puissance extraordinaire, mais cette puissance extraordinaire qui est associée à l'accumulation indéfinie du capital, qui est la définition même du capitalisme, cette puissance extraordinaire rencontre tout simplement les limites planétaires. Et la monnaie est l'un des outils, mais un outil fondamental de cette impossibilité. Et si on revient maintenant plus spécifiquement sur le sujet des monnaies alternatives, vous avez commencé à évoquer certains facteurs, certains éléments qui pourraient la caractériser, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi on parle quand on parle de monnaie alternative ? Ça, à mon avis, ça regroupe une grande part de monnaies distinctes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les différences entre toutes ? Oui, c'est quelque chose d'assez varié, composite, ce qu'on peut appeler les monnaies alternatives. Alors, ce que moi j'appelle monnaie alternative, ce sont des dispositifs monétaires donc, qui permettent de compter, de régler des échanges, tels qu'ils se sont développés en particulier depuis les années 80 dans le monde, à partir d'une base nord-américaine notamment, et qui visent des objectifs de transformation. C'est-à-dire qu'ils ne se satisfont pas, les collectifs émetteurs, qui sont souvent des associations, ne se satisfont pas de l'état du monde, pour dire ça de manière assez large, et propose quelque chose qui devrait permettre de le changer. Évidemment pas à l'échelle mondiale, puisqu'on n'est pas dans une utopie globale, mais on est plutôt sur des utopies concrètes, localisées. Et donc ça se traduit par exemple par ce qu'on connaît en France sous la forme de systèmes d'échange local, qui sont des associations dans lesquelles les adhérents peuvent réaliser des échanges en les comptabilisant dans une unité de compte interne. Ce sont des échanges non professionnels, des entraides, des formes d'entraide, de coups de main, etc. D'échanges de produits de seconde main, et autres. Il y a ce qu'on appelle des banques de temps. Alors en France, on les connaît sous la forme des accorderies. Ce ne sont pas du tout des banques au sens légal du terme. Ce sont des associations également où on échange des services et où on les comptabilise en temps, en minutes qui ont été consacrées à les fournir. On voit simplement sur ce point-là le côté très critique et alternatif de la chose, puisque ça signifie que quel que soit le statut de ceux qui échangent, ce n'est pas du tout le statut qui importe pour définir le montant qu'on va devoir régler. C'est pas du tout non plus l'importance symbolique ou autre du service que l'on fournit. C'est le temps. Et donc une heure de service informatique ou de coup de main en informatique qui a nécessité peut-être de longues années d'apprentissage de la part de ceux qui le fournissent, vaut exactement la même chose qu'une heure de coup de main pour faire des courses pour une personne âgée, etc. Donc il y a une idée ici, si vous voulez, de démocratisation radicale de l'échange par le temps. Et puis il y a d'autres dispositifs, et l'un de ceux qu'on connaît le plus en France, ce sont les monnaies locales associatives. Il y en a à peu près 70 aujourd'hui en France. Ça a émergé il y a une petite quinzaine d'années. Et là, ce sont des dispositifs un petit peu différents. Ce sont des monnaies circulant initialement plutôt sous forme papier. Il y a eu un gros développement de forme numérique récemment, et ça doit circuler dans un réseau d'adhérents, professionnels et particuliers, vous et moi, si nous adhérons.
Et les adhésions des professionnels sont filtrées, c'est-à-dire que ces professionnels, pour entrer dans le dispositif, doivent répondre à un certain nombre de critères, à des valeurs fondamentales qui guident l'action de ces monnaies locales. Et ces valeurs fondamentales sont généralement des valeurs critiques du système existant, des valeurs de relocalisation de certaines activités, des valeurs d'économie soutenable, parfois de décroissance, etc. Donc on a une vaste diversité en fait de monnaies alternatives. Alors vous avez émis une liste de monnaies alternatives dans laquelle j'ai pas entendu une monnaie qui pour moi me semble être une monnaie alternative, qui sont les crypto-monnaies. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pas des monnaies conventionnelles. Donc comment est-ce que vous les classez si vous les classez pas dans les monnaies alternatives et pourquoi? Alors, c'est une très bonne question. Les crypto-monnaies sont le terme crypto-monnaie est aujourd'hui très largement trompeur. Dans la mesure où il inclut le terme monnaie. Or, la quasi-totalité des milliers de dites crypto-monnaies qui existent aujourd'hui dans le monde n'ont pas de vocation monétaire. C'est-à-dire qu'elles ne visent vraiment pas, et elles ne servent pas à régler quoi que ce soit. On peut faire plein de transactions avec, mais au même titre qu'on achète certains actifs financiers. Et la plupart des crypto-monnaies aujourd'hui ont tourné sous cet angle-là, c'est-à-dire sous l'angle en fait de ce que les banques centrales aujourd'hui qualifient de crypto-actifs, aux grandes dames des promoteurs initiaux des crypto-monnaies. Alors ça ne signifie pas qu'il faut écarter des monnaies alternatives toutes les crypto-monnaies, mais je crois qu'on ne peut y inclure dans ces monnaies alternatives que celles qui déjà ont une vocation, qui disent avoir une vocation monétaire. Donc c'était le cas du Bitcoin à l'origine, et c'est le cas de quelques autres, notamment des crypto-monnaies qui se sont construites autour de l'idée de privacy, enfin d'anonymat absolu, ou plus ou moins absolu des transactions, comme Monero et quelques autres. Donc il y a peut-être une poignée de crypto-monnaies qui effectivement peuvent être considérées comme des monnaies alternatives. Et est-ce que les monnaies alternatives sont considérées ou font partie de ce que Moz pouvait développer, ou ce que les personnes qui suivent Moz derrière sur des mouvements anti-utilitaristes de la monnaie, d'avoir plutôt une perspective telle que la monnaie est un fait social total qui comprend tous les enjeux à la fois culturels, sociaux. Est-ce que aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour créer ça sur un territoire? Parce que vous disiez très bien qu'elle était territorialisée. En quoi ça consiste de créer quelque chose de territorialisé pour la monnaie? Alors, il y a plusieurs questions, mais la question du fait social total, effectivement, est présente à partir du moment où on observe la mise en place et le développement de ce type de dispositif, parce que généralement, ce sont des dispositifs donc associatifs où vous avez des collectifs de personnes qui se montent et qui sont même amenés à monter une association pour ça. La plupart du temps, elles n'existent pas, et qui sont conduites à imaginer le projet dans toutes ses dimensions. Donc, il y a effectivement cette dimension de fait social total qui est vraiment importante. Et puis, il y a des dimensions symboliques et culturelles qui transparaissent dès qu'on lit le nom de certaines unités de compte, de certaines monnaies, comme la gonette, par exemple, à Lyon. Et puis, quand on voit les billets, s'il y a des billets ou des formats papier, des symboles qui sont élaborés et qui reproduisent aussi et qui souhaitent diffuser un certain nombre de valeurs, d'éléments culturels, etc. Et donc, on est face effectivement à un fait social total qui est territorialisé dans la plupart des cas. Et c'est pour ça que la plupart les crypto-monnaies telles que je les ai évoquées à l'instant ne sont pas territorialisées. Elles échappent aussi à cette logique. Cela dit, les cryptos sont arrivés en apportant une technologie nouvelle qui est celle de la blockchain et qui a pu être réinjectée dans les monnaies locales existantes. Et donc, on a par exemple la monnaie locale, le Léman, qui existe sous forme papier, mais qui existe également sous forme numérique avec une blockchain. Donc, on a aspiré quelque part la logique blockchain dans un fonctionnement qui est complètement territorialisé et, j'allais dire, conforme à ces autres monnaies alternatives. Est-ce que pour la gonette numérique, il y a également la question du blockchain derrière, ou c'est pas le cas? Et du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la blockchain et quelle est la différence entre les deux? Quelle serait la différence entre la monnaie locale du Léman avec blockchain et la gonette sans blockchain? Alors, il y a des dimensions techniques
que je ne saurais pas développer particulièrement. Mais l'idée de la blockchain, c'est d'avoir un registre distribué, c'est-à-dire réparti sur différents nœuds du réseau informatique, sur lequel les informations sont répliquées et doivent être identiques. C'est un dispositif qui est émergent, enfin qui a émergé, mais qui est sans doute très puissant, en particulier lorsqu'on ne dispose pas de confiance suffisante dans les émetteurs. Et c'est pourquoi, moi, il ne me paraît pas forcément très pertinent de développer des formes numériques de monnaie locale sur la base de blockchain, parce que nécessairement, en fait, utiliser une monnaie locale suppose quand même qu'on ait un peu confiance dans l'association qui l'émet. On devient adhérent, donc on n'est pas du tout sur le même registre que celui, par exemple, du Bitcoin, où on raisonne à une échelle transnationale, où on ne connaît pas qui fait quoi, etc. Et, donc, et où, en plus, on a construit ça parce qu'on se défiait du système bancaire, du système financier, des autorités en général. Donc, ce n'est pas du tout le même registre. Et alors, moi, j'ai le souvenir d'il y a une dizaine d'années, on parlait énormément de monnaie locale, de monnaie associative. On avait l'impression que ça allait se développer partout. J'ai l'impression que c'est un peu moins présent aujourd'hui dans le discours et au sein de la vie associative. Est-ce que cette dynamique, elle est un peu retombée, ou est-ce qu'il y a toujours quand même une présence importante de ces monnaies locales et un développement qui est continu ? Alors, on a fait le carnet de recherche que vous évoquiez pour la chaire entre économie sociale et solidaire de l'Université Lyon 2, résulte d'un travail d'enquête qu'on a réalisé avec Marie Farr et Oriane Lafuente-Sampietro, qui est une deuxième enquête nationale sur ces sujets, où on constate que les monnaies locales en France se sont beaucoup étendues entre 2010 pour les premières et puis 2019-2020. On a atteint plus de 70 monnaies locales. Et depuis, c'est vrai qu'on est arrivé à une sorte de plateau, c'est-à-dire qu'on voit que cet écosystème, si on peut dire, se tasse ou se consolide, se recompose, et que certaines de ces monnaies locales prennent beaucoup d'ampleur. C'est le cas tout particulièrement de l'Eusko, qui est la monnaie locale établie dans le Pays Basque, avec plus de 10 salariés, avec un budget qui est assez important, énormément de partenariats locaux, y compris avec des collectivités et des communautés d'agglomération. D'autres monnaies locales suivent, mais avec un peu plus de difficultés. Et d'autres, enfin, ne parviennent pas vraiment à développer des partenariats qui les feraient sortir en fait, d'un rapport trop fermé, j'allais dire, entre elles, ces associations, des prestataires locaux et des usagers, sans raccrocher à des dynamiques territoriales importantes. Et justement, est-ce que dans vos recherches, vous avez réussi à cibler les éléments qui font qu'une monnaie locale fonctionne et arrive à se développer ou pas ? Oui, alors ce sont des éléments basiques, mais essentiels. C'est déjà la question du budget. C'est-à-dire que ces monnaies locales nécessitent un travail intense, en fait, de mise en place, d'extension, d'entretien du réseau. La monnaie locale ne circule pas toute seule. Et donc, il faut beaucoup de travail. Le bénévolat, c'est vraiment essentiel, mais les bénévoles se fatiguent. Et donc, il faut du salariat. Pour avoir du salariat, il faut des ressources budgétaires en euros. Et pour avoir des ressources budgétaires en euros, il me semble que l'un des points importants, c'est de pouvoir développer des partenariats solides, durables, avec des collectivités. Donc il y a un point ici qui est aussi un point de friction dans l'univers des monnaies locales, mais qui est que pour que ça fonctionne de manière dynamique, que ça s'étende, que ça touche un grand nombre d'acteurs, que ça puisse jouer un rôle d'intermédiation territoriale, ces monnaies locales ne doivent pas être toutes seules, elles doivent s'appuyer sur des collectivités. Des collectivités qui les considèrent aussi, qui ne font pas que, en quelque sorte, donner un petit peu d'argent de temps à autre, mais qui les considèrent comme des partenaires importants, ce qui peut se justifier. Leur importance, c'est pas partout systématique qu'elle soit importante, mais considérer le projet de monnaie locale comme important pour le territoire, je crois que ça se justifie à partir du moment où on peut considérer les monnaies locales comme un outil de dynamisation du territoire et tout particulièrement d'un certain nombre d'activités qui sont des activités notamment de proximité, de
création de circuits, de filières locales, vertueuses, souvent bio s'il s'agit d'alimentaire, etc. Et justement, pardon Damien, tout à l'heure tu évoquais la monnaie comme fait social total, ce qui me fait penser et rappeler à mes cours d'économie qui datent d'un petit moment maintenant, à un auteur qui parle de ça, c'est André Orléans, et qui parle également de la valeur. Et donc, en quoi ces monnaies locales, justement, arrivent à capter une valeur territoriale de façon bien plus précise et bien plus impliquée sur le territoire qu'une monnaie traditionnelle, justement? Alors, je dirais que là, c'est la question du rapport entre la valeur économique et les valeurs sociales, éthiques, etc. Et précisément, les monnaies locales sont construites autour d'un travail initial autour des valeurs qui sont à promouvoir, et donc on creuse celles qu'on ne veut pas. Et c'est à partir de là que la valeur économique, finalement, va être mobilisée. Il n'y a pas de travail dans les monnaies locales autour de la formation de la valeur économique. Contrairement à ce que j'évoquais, par exemple, tout à l'heure sur les banques de temps, où il y a vraiment quelque chose de particulier qui fait que la valeur économique de l'échange dans la banque de temps est, par définition, très différente de la valeur que ces échanges auraient sur le marché, s'il y en avait. Donc il n'y a pas ça dans les monnaies locales, mais il y a cette connexion entre la valeur économique que l'on promeut, que celle qu'on cherche à faire émerger, développer sur le territoire, et les valeurs sociales qui sont définies, écrites généralement dans une charte. Et dans quelle mesure ces monnaies locales qui font partie, j'imagine, de l'ESS, elles s'ancrent dans un écosystème territorial d'économie sociale et solidaire, comme c'est le cas par exemple à Lyon, et que vous étudiez assez bien avec la chaire ESS de Lyon, j'imagine? Oui, tout à fait. Ça, c'est l'une des conditions de réussite, si on peut dire. C'est-à-dire que avec Marie Farr et Jérôme Trottignon, deux membres également de chercheurs de Triangle, nous travaillons aujourd'hui sur les monnaies locales comme intermédiaires territoriaux financiers. Et si on enlève le côté financier, les monnaies locales apparaissent comme des intermédiaires territoriaux. C'est-à-dire que ce sont des acteurs qui ont la capacité, le font-elles, c'est une autre affaire, mais qui ont la capacité d'articuler, de mobiliser, de solliciter un ensemble d'acteurs territoriaux, et en particulier autour d'une économie qui est celle de l'économie sociale et solidaire. Mais c'est un peu au-delà. C'est pas seulement l'ESS au sens statutaire du terme, c'est plutôt l'idée d'une économie de proximité, vertueuse, citoyenne, etc. Et si l'on revient, on est revenu sur tous les points positifs des monnaies locales, mais quelles sont les difficultés de déploiement? J'imagine qu'il y a à la fois des difficultés conjoncturelles, mais peut-être aussi structurelles qu'il faudrait dépasser. Vous parliez tout à l'heure d'un plateau qui a eu lieu, il me semble, dans les années 2020, 2019, 2020, donc juste avant le Covid. Comment est-ce qu'on explique cette limite-là, cette date-là, dans le déploiement des monnaies locales? Alors, une première chose, c'est que le territoire français est déjà pas mal occupé, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait fait le décompte et en gros, le tiers des communes françaises étaient potentiellement couvertes par des monnaies locales. Ça ne peut pas s'étendre indéfiniment. C'est un premier point. Le deuxième, c'est que ça exige des circonstances un peu particulières. C'est-à-dire que ça exige des militants qui sont suffisamment militants et qui ont suffisamment d'énergie, de ténacité, etc., pour lancer un projet de ce type qui est un projet lourd. Le troisième point, il faut ensuite garder la dynamique. Et ça, c'est très difficile. Plusieurs monnaies locales se sont cassées les dents après avoir fait un démarrage de la monnaie locale. Elles se sont cassées les dents dans l'objectif d'étendre le réseau, les utilisations, etc. Donc il y a un ensemble d'éléments qui font que ce ne sont pas des projets faciles, effectivement. D'autant moins que j'évoquais tout à l'heure l'importance de s'appuyer sur des collectivités locales, mais il y a souvent à la base de ces projets une envie citoyenne qui part d'un constat, qui est que les autorités ne font pas assez.
Et donc, il s'agit souvent déjà de construire déjà par défaut ou contre, c'est-à-dire contre les non-dynamiques, contre l'absence d'action des collectivités, des autorités, etc. Construire quelque chose que les citoyens définissent. Il y a une volonté de prise de pouvoir de certaines... alors, c'est pas une prise de pouvoir comme... bref, c'est une volonté... On parle d'empowerment et c'est exactement ça. Une volonté d'encapacitation, quoi, de construction de quelque chose d'autonome. Et tout ça, ça peut pas se faire si le projet est soumis à des conditions que poserait d'emblée une collectivité, par exemple. Donc il y a au départ une sorte de nécessité de se construire sans être phagocyté ou parasité par une collectivité. Et en même temps, dans un deuxième temps, justement, enfin, c'est pas en même temps, c'est dans un deuxième temps, il va falloir aller vers les collectivités pour se consolider, pour s'étendre, etc., et pour vraiment jouer un rôle d'intermédiation territoriale. Et justement, vous parlez des collectivités. Quel est le rôle des pouvoirs publics? Est-ce que les différentes lois ESS ont permis un développement de ces monnaies locales? Quels sont les statuts juridiques pour ces monnaies locales? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est vrai que ça me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un très mauvais papier à ce sujet qui considérait que les monnaies locales, c'était pas un papier, c'était un livre écrit par des collègues, que les monnaies locales consistaient en une sorte de fuite fiscale, ce qui est une absurdité puisque il s'agit simplement d'un dispositif qui fonctionne dans les commerces, qui enregistre la TVA comme tous les autres et qui, à la fin de leur exercice, réalise un excédent, espérons-le, pour ces commerces ou ces producteurs et paie les impôts qui correspondent. Enfin, il n'y a pas de problème avec ça. C'est très transparent, c'est-à-dire l'usage de la monnaie locale. Pour les particuliers, c'est comme l'usage de l'euro, d'une certaine manière, c'est juste ciblé. Pour les professionnels, ça suppose une petite complication de caisse et de comptabilité, mais pour le reste, c'est complètement intégré dans les revenus qui sont déclarés. Enfin, il n'y a pas de problème. Oui, comment on fait justement pour déclarer ces revenus en monnaie locale par rapport à de la monnaie traditionnelle? On déclare des revenus en euros. D'accord. Et simplement, si un commerce reçoit 1000 gonettes, eh bien, il va comptabiliser au total 1000 euros. Et donc, ça va arriver plutôt dans son chiffre d'affaires de cette manière. Donc ça, ce n'est pas un problème. Et juste, vous parliez de la loi sur l'ESS qui a été votée en 2014. Et une grande opportunité de la construction de cette loi, c'est qu'au même moment, se construisait ou s'élaborait un rapport sur les monnaies locales complémentaires et les systèmes d'échange local qui avait été, pour lequel deux personnes, Jean-Philippe Magnin et Christophe Fourel, avaient été mandatés. Et ça a donné la possibilité de négocier finalement, ou en tout cas de construire dans le cadre de cette loi une intégration des monnaies locales complémentaires. Et donc cette loi dispose d'un article qui a modifié le code monétaire et financier en intégrant, en donnant cette possibilité juridique nouvelle du titre de monnaie locale complémentaire, ce qui fait qu'il y a ici un cadre parfaitement légal pour ce type de dispositif. J'aimerais qu'on termine notre échange avec un questionnement qui se pose un peu dans le sens commun, dès lors qu'on parle un peu des monnaies locales alternatives dans nos sphères sociales différentes. C'est que les monnaies locales restent toujours adossées à des monnaies traditionnelles, donc à la sphère économique traditionnelle et conventionnelle. Donc comment réussir à créer une alternative économique lorsque la monnaie reste adossée sous forme d'étalon à un système économique dominant, et notamment au système bancaire, pour boucler la boucle, parce qu'on a commencé avec la question du système bancaire. Oui, tout à fait. Donc si on se décale sur le volet système bancaire, eh bien, toute la question pour les associations de monnaie locale, c'est de savoir ce qu'elles font de leur argent. C'est-à-dire, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas évoqué, mais puisque les unités de monnaie locale à Lyon, les gonettes, sont émises en contrepartie d'un dépôt en euros, qu'est-ce qu'on fait de l'euro ? La réponse qui est apportée par la plupart des monnaies locales, c'est de déposer ces euros alors sur un fonds qui doit rester intouché, parce qu'il doit permettre de rembourser pour les professionnels ce qui a été émis. Mais la plupart des réponses donc consistent à déposer ce fonds
auprès d'un partenaire bancaire qui est considéré comme éthique ou plus éthique que les autres. Et donc, on a tout particulièrement le crédit coopératif et surtout la NEF, la Société financière de la NEF, qui sont parmi les gestionnaires de ces fonds de garantie. Et c'est évidemment important dans la mesure où, par exemple, la NEF dispose d'une activité bancaire un peu particulière qui consiste à prêter pour des projets à caractère social et écologique et à fournir une complète traçabilité des financements. C'est ainsi que, par exemple, ces derniers temps, en travaillant avec mes collègues, j'ai pu voir très clairement qui étaient les bénéficiaires des prêts fournis par la Société financière de la NEF, alors qu'il me serait impossible de le savoir si je cherchais ça pour BNP Paribas, pour ne pas le nommer, ou Société Générale, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, et je pourrais continuer.